Alors aujourd'hui, on s'attaque à un cas assez fascinant, celui de Philippe de Villiers. C'est une figure vraiment à part sur la scène publique française. Il n'est plus vraiment un homme politique, mais il n'est pas non plus qu'un simple chroniqueur. Alors, qui est-il au fond? Et surtout, comment est-ce que son influence fonctionne? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et voilà tout le paradoxe, c'est vraiment la question centrale. Comment un discours qui, a priori, semble si sombre, si pessimiste, peut-il en fait rencontrer un tel écho, une telle popularité? C'est un peu le mystère qu'on va tenter de percer. Bon, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. On va d'abord se pencher sur l'énigme du personnage, ensuite on analysera les trois grands piliers qui soutiennent son influence, les médias, l'argent et sa philosophie, et enfin on verra comment tout ça s'articule pour créer un système qui s'auto-alimente. Alors pour comprendre cette fameuse énigme, il faut vraiment décomposer la mécanique de son influence. Et le point de départ de tout ça, c'est son incroyable plateforme médiatique. Le premier pilier de son système, c'est ce que la source qu'on analyse appelle le mégaphone médiatique. Et au cœur de ce mégaphone, il y a son émission hebdomadaire. C'est devenu un véritable rituel pour une partie du public, un rendez-vous qui lui donne une visibilité absolument considérable. Mais alors, pourquoi ça marche aussi bien? Eh bien, l'analyse de la source met en avant trois raisons. D'abord, le format long. Ça lui permet de dérouler ses idées tranquillement, sans être coupé toutes les 30 secondes. Ensuite, il y a l'audience. Il parle à un public fidèle qui a souvent le sentiment de ne plus se retrouver dans les médias traditionnels. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus malin, l'émission est pensée pour notre époque. Chaque séquence est calibrée pour devenir un petit clip, facile à partager et qui va devenir viral sur les réseaux sociaux. Son message se propage donc bien au-delà de la télé. Bon, on quitte le pouvoir médiatique pour s'intéresser au moteur financier qui se cache derrière. Et là, on touche au cœur de son indépendance. Sa fortune, ce n'est pas juste une fin en soi, c'est avant tout l'outil qui lui garantit une totale liberté de parole. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de comprendre d'où vient cette richesse. Il ne s'agit pas de spéculation, ce n'est pas un héritage, non. C'est le fruit d'une vraie réussite entrepreneuriale, un projet qu'il a bâti de A à Z et qui incarne en quelque sorte ses idées. Et là, les chiffres sont assez parlants. Le Puy du Fou, son parc à thème, génère des revenus colossaux. Mais le point le plus important, souligné par la source, c'est qu'il y arrive sans subvention publique. C'est une sorte de preuve par l'exemple. Il démontre que sa vision de la France, de son histoire, est non seulement populaire, mais qu'elle est aussi rentable. Et ce succès-là, d'une certaine manière, le rend intouchable. On arrive maintenant au dernier pilier. C'est le plus complexe, c'est vraiment le cœur idéologique de sa pensée. C'est un concept qui le distingue d'un simple discours sur le déclin et qui donne une toute autre profondeur à son message. Pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine du mot. La dormition, c'est un concept théologique très précis. Ça ne veut pas dire la mort, mais un état de sommeil, une sorte de transition avant une élévation, une résurrection. Et cette nuance, elle est absolument capitale pour saisir ce qu'il veut dire. Et cette comparaison l'illustre parfaitement. Dire « la France est morte », c'est un constat de fin. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est un message nihiliste. Par contre, dire que la France est en dormition, eh bien là, le message est radicalement différent. Ça suggère que l'essentiel est toujours là, intact, mais simplement endormi, et que donc un réveil est possible. La mélancolie se transforme alors en une sorte de projet de reconquête. Voilà, maintenant qu'on a vu les trois piliers séparément, on va voir comment tout ça s'emboîte. Parce qu'évidemment, ils ne fonctionnent pas chacun de leur côté. Au contraire, ils se renforcent les uns les autres dans une boucle super efficace. Ce tableau, tiré de notre source, résume cette synergie à la perfection. On a en fait trois visages de Villiers. Il y a le tribune médiatique, sur CNews, dont l'arme est le verbe, la parole, pour imposer ses thèmes. Il y a l'entrepreneur, avec le Puy du Fou, dont l'arme est la rentabilité, pour prouver que sa vision est viable. Et enfin, il y a le philosophe, à travers ses livres et ce concept de dormition, dont l'arme est sa plume, pour donner un sens plus spirituel à la crise. Chaque facette a son but et son arme. Et l'article source se termine sur cette phrase, qui est assez forte. Qu'on partage ou non ses idées, il est présenté ici comme une sorte de miroir des tensions d'une partie du pays. Un révélateur des angoisses, mais aussi des espoirs d'une France qui, au fond, ne se résigne pas. Et on va finir là-dessus, avec cette question qui reste ouverte. Ce système qui combine une puissance médiatique, une indépendance financière totale et une solide armature idéologique, est-ce que c'est juste une exception, le cas Villiers, ou est-ce qu'on assiste peut-être à la naissance d'un nouveau modèle d'influence politique, un modèle adapté à notre époque, où la défiance envers les élites est très forte? La question en tout cas mérite d'être posée.